font relativement sous le radar. Enfin, il y a quand même un volume conséquent aujourd'hui de boîtes, même 40 qui regardent le déploiement à l'échelle significative de solutions et de solutions cloud. Après ça, il y a quand même un effet évident, c'est que dans une entreprise un peu importante dans laquelle vous avez un sédiment informatique qui a 25 ans, le changement d'habitude de travail, non mais je ne dis pas forcément ça en l'occurrence je ne le dis pas forcément de manière péjorative, c'est un état des lieux parce que normalement les choses se sont construites. Venir introduire des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux outils, etc., c'est pas toujours facile. Vous avez des gens qui veulent, vous avez des experts de la sécurité qui ne veulent pas. Est-ce que ça change leurs habitudes? Est-ce que... je vous donne un petit exemple. Ma femme travaille chez GDF Suez. Il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ils ont basculé l'ensemble des postes pour GDF sur pas l'ensemble des postes, quelques dizaines de milliers de personnes sur Windows Vista. Le truc assez marrant, c'est que le projet a quand même duré un peu plus d'1 an et demi, ça fait des millions d'euros, ça demande des centaines de personnes. La bascule sur Windows Vista, elle s'est faite. Le poste, ma femme a changé son poste en un poste Windows Vista 2 ou 3 semaines après que Valmer ait annoncé publiquement qu'il déconseillait fortement à ses clients d'entreprise de basculer sur Vista. Là, vous avez un effet dans des grandes boîtes comme ça où sur le passé à formater les gens à penser qu'il fallait que l'informatique, que l'entreprise ce soit le même poste pour tout le monde, les mêmes outils pour tout le monde, etc. Vous avez des paquebots qui sont lancés, qui sont inarrêtables. Et donc voilà, comme je disais, quand vous déployez Vista, tout le monde sait que ça va dans le mur, c'est une norme commune, mais c'est pas arrêtable. Donc ça, forcément, quand vous avez ce genre d'habitude, il faut un certain nombre de temps. Pour ça, je suis dans une PME moyenne, c'est un peu plus facile, ça va un peu plus vite. Donc, je pense qu'en fait, les grands groupes sont en train de tenir la solution dont on a parlé. On a tous des clients en grands groupes, plus ou moins, mais il y a plein d'appels d'offres à grosse échelle qui sont sur le marché aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est une question de temps. Il est évident que la mécanique elle a démarré sur les boîtes moyennes, je ne pense pas tellement sur les petites PME, mais sur les boîtes moyennes. À la fois de l'argent, une grosse capacité de réaction. Et aujourd'hui, elle est en train d'arriver sur le terrain. Je confirme juste que c'est vrai que quand on a créé BIM, on se disait qu'on allait donner cette nouvelle BI, qu'on allait remettre cet outil-là dans les mains des TPE et que c'était déjà sensationnel de réussir à s'équiper comme ça avec un outil complet au moins le mois, le code CAPEX et compagnie. Mais on s'est très vite rendu compte en fait qu'on était de plus en plus utilisé par des grosses PME plutôt, et même grands comptes. Et en fait, toutes ces solutions-là, c'est sûr que ça prend du temps avant qu'il y ait un déploiement massif dans l'entreprise, mais déjà, à l'heure actuelle, on arrive à rentrer par la porte des départements. Et je ne vais pas citer exactement l'un des deux, mais on est rentré chez l'un des deux dont vous avez parlé, français, par la porte d'un département, et ça fait des petits. Parce que c'est facile à embarquer. Et de la même manière, chez Sony aux États-Unis, on est rentré par un département, on avait 2 analystes, et puis maintenant, il y a un autre département qui nous consomme. Donc vous voyez, ça prend du temps. C'est sûr qu'on n'est pas en train de, en tout cas pour ma part, de parler d'un déploiement massif BI qui remplace tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on y va, c'est clair. C'est une question de temps, tous les feux sont ouverts pour ça. Et voilà, et déjà, on fait nos preuves à l'échelle d'un département et on peut démarrer comme ça. On peut démarrer comme ça, et alors déjà, c'est référentiel. Vous avez pas. Bonjour, Olivier Thira de la société BioNetworks. Vous avez pas mal parlé de l'infrastructure IT, essentiellement en termes de serveurs, data center. En fait, pour toutes ces applications, est-ce que vous pensez que l'infrastructure télécom va suivre? C'est une question très intéressante parce que finalement, on déplace les besoins vers nos grands centres de data center. La manière dont on y répond, nous, c'est véritablement par la mise en place de points de connexion sur lesquels on peut raccorder les entreprises, et la plupart des grosses entreprises qui nous utilisent se raccordent directement à nos data centers, ce qui
permet d'une part de répondre aux besoins de la performance, parce que derrière, il y a forcément des interactions entre les systèmes internes et les systèmes externes. D'autre part, de répondre à la problématique de liens sécurisés, ce que l'on fait également. Donc ça, on voit une adoption assez massive de ces points de connexion. En France, on travaille avec une société qu'on aurait d'ailleurs bien pu faire venir ici, qui s'appelle Intercloud, dont le cœur de métier, c'est justement de relier les entreprises aux grands fournisseurs, dont Amazon. On travaille très bien avec eux, puisqu'ils ont une répartition, un maillage, cherchez le mot, merci, sur l'ensemble de la France, qui permet d'aller connecter une société qui est dans un village, mais dans une petite ville, même avec la même performance que les grands hubs qu'on retrouve à Paris ou à Londres ou sur ces grandes plaques. Voilà. Après, il y a pas mal de solutions aussi techniques qui permettent d'accélérer les réseaux, de comprimer, de limiter les échanges. Il faut bien voir aussi que quand vous déplacez des grandes applications Internet, elles sont ensuite hébergées chez nous et les internautes se connectent sur notre backbone. Ils ne passent plus par les connexions des opérateurs historiques. J'aurais une question pour Rachel Delafont. Je vais, juste pour compléter, effectivement, vous avez raison, l'aspect réseau est très important. C'est pour ça que Google a investi de façon très importante sur le réseau, par exemple pour des services comme YouTube. Donc là, la vidéo, on voit tout de suite qu'il faut des performances très, très importantes, que l'on utilise également justement pour le cloud. Voilà. Et c'est pour ça que nous opérons notre propre réseau. Un tout petit complément sur ça. Si vous regardez l'informatique, le cloud se développe finalement comme un utilities. Vous remarquez c'est que dans les utilities, en général, entre le producteur, le distributeur et celui qui fait le réseau, celui qui ne gagne pas d'argent, c'est le réseau. Et ça, c'est quand même, peut effectivement être un vrai problème, et en particulier pour les gens coincés entre les gens qui fournissent du service, le service à la valeur ajoutée, les gens qui fournissent finalement le bas, la production, le distributeur, enfin le réseau est une importance, parce que structurellement, si ça gagne pas d'argent, ça ne pas bien. C'est pour ça qu'on attend la fibre de Google. J'aurais une question pour Rachel Delafont. En fait, si je comprends bien, votre offre permet de simplifier l'utilisation et l'accès d'une offre du BI. Mais je suis allé un peu sur votre site, et en fait j'ai l'impression que vous faites plus du tableau de bord, de la présentation de tableau de bord. Mais est-ce que vous faites par exemple des types d'analyse prédictive ou explicative, de l'analyse prédictive ou explicative à partir des données, on sort des modèles comme le LPM, donc réseaux neuronaux. Parce que du coup, en termes d'infrastructure, il y a deux types d'infrastructures en fait. Il y a une situation CPU qui est très importante, on fait de l'analyse prédictive ou explicative des données par exemple. On fait un peu prédictif. On a quelques options, mais je reconnais qu'ils sont plutôt light. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de faire de l'analyse de données, de structurer et de réussir à mettre en forme ces données-là dans des tableaux de bord. Après, on a des options d'analyse prédictive, mais ce n'est pas notre cœur de métier comme ça peut l'être pour certains éditeurs qui font vraiment que ça. Donc, par rapport à SPSS, Traffic Miner, d'autres outils d'analyse. Ces gens-là, ils ne sont pas BI purs. Après, c'est des questions sémantiques. Et, ouais. En tout cas, on a cette capacité depuis votre navigateur, parce qu'on a une architecture qui est suffisamment intelligente, on va dire, qu'on a pensé depuis le cloud, depuis votre navigateur, à aller se connecter à toutes vos sources de données. Et aller se connecter à toutes vos sources de données et vous donner suffisamment de profondeur d'analyse au sein vraiment de votre navigateur. On n'est pas juste, vous ne donnez pas juste des tableaux de bord packagés sur une source de données, par exemple. On se connecte vraiment à toutes, par exemple, l'API Salesforce, on s'y connecte, ensuite vous pouvez vraiment faire tous les calculs que vous souhaitez. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous, justement, d'intégrer ce genre d'analyse. Oui, ça fait partie, oui, c'est sûr, c'est des développements intéressants. Ouais. Même en termes de licence, SPSS, c'est assez bon à faire. Oui, une question peut-être qui s'adresse à l'ensemble du panel. Lionel Récipient, société West Developer. Déjà merci, effectivement, le panel est représentatif, est très intéressant. Vous avez évoqué
deux choses très intéressantes en image. D'un côté, l'électricité, l'analogie avec le cloud aujourd'hui, sauf que l'électricité, on a bien vu l'évolution du paysage à travers la déréglementation. Et puis vous avez évoqué très finement à la fin de votre discours le problème de souveraineté nationale. Moi je me pose la question que peut-être un jour, plutôt que d'avoir des Google qui deviennent complètement hégémoniques à l'échelle mondiale, et toujours plus gros et toujours plus gros, le problème de souveraineté et le problème de réglementation à venir un jour, et pourquoi on ne peut pas imaginer plutôt d'avoir des applicatifs de Google qui proposent un besoin de service sur des infrastructures qui seraient justement tiers, qui pourraient contenir indéniablement donc justement au pays ou en tout cas à ces entités qui souhaitent quand même conserver la vision de l'intégrité de leur données. En gros, pourquoi on ne pourrait pas mettre Google sur le doigt de